tous. Bonjour. Alors, je m'appelle Mélisa Lumbala et je suis la vice-présidente de FIS Canada. Je serai votre modératrice pour cette première conférence de FIS Femmes Canada. Alors, comme vous le savez, cette conférence a pour titre « Violence conjugale pendant la grossesse. Quelles sont les conséquences sur la santé mentale de la mère et de l'enfant ?» Donc, vous devinez que le mot-clé ici est la santé mentale, qui nous sera expliqué par nos invités, plus précisément par nos spécialistes. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai que durant la conférence, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, il y aura une période de questions d'environ 10 minutes à chaque fin d'exposé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire sur les écrans. Et sans plus tarder, je vais vous donner la parole à Madame Chitala, qui fait partie du comité organisateur. Merci. Merci Mélisa pour la parole. Bienvenue à tous à cette première conférence de FIS Femmes Canada. Je suis Chitala Nyota, coordinatrice et représentante de FIS Femmes Canada. Permettez-moi de remercier nos principaux invités, le docteur Kandi Nyombe Bomosa et le docteur Samper Makassi, de leur présence parmi nous ce matin pour avoir accepté de venir partager leurs connaissances et nous éclairer sur ce sujet combien épineux. Merci de votre présence et bonne conférence et passez un très bon moment. Merci. Merci. Merci, Dr. Nyota. Alors, je donnerai la parole à Madame Chiswaka. Oui, bonjour à tous. Je suis Cathy Mbouyi. Je suis la conseillère adjointe chargée des femmes et du social au sein de FIS Femmes Canada et je suis heureuse de partager avec vous ce moment. Merci. Merci, Madame Chiswaka. Et je passe la parole à Madame Pinda, s'il vous plaît. Merci, Mélisa. Merci, Maman Nyota, pour me signaler. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Agnès Pinda. Je suis conseillère chargée des femmes et du social pour FIS Femmes Canada. Alors, sans trop tarder, entrons maintenant dans le vif de notre sujet, qui est la violence avec l'impact de la santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'est la santé mentale? Nous nous posons toujours ces questions-là. Comment améliorer la compréhension et la sensibilisation en matière de la santé mentale? Et comment créer des environnements inclusifs et favorables à une bonne santé mentale? Eh bien, nous avons aujourd'hui Dr. Kandi Nyombe, notre première invitée qui a accepté de nous éclaircir sur ce sujet. Dr. Nyombe est doctorante en santé de la population à l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine et d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Kinshasa, République démocratique du Congo. Elle a travaillé durant plus de 9 ans dans le secteur humanitaire et de développement en RDC, son pays d'origine, avant de joindre l'Université d'Ottawa en 2019 pour poursuivre ses études doctorales. À vous la parole, Dr. Nyombe. Merci beaucoup, Madame Pinda, et merci à toute l'audience. En tout cas, on se sent très honoré pour l'invitation qui nous a été adressée. Et on saisit vraiment cette opportunité pour vous parler de ce que c'est la violence conjugale et éventuellement de son impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Comme Mélissa l'a dit à l'introduction, on voit, à travers le titre, on voit déjà ce que sera la présentation. Et on sera à 2 à présenter. Donc, Dr. Samper et moi, nous sommes mis ensemble. On a produit un travail d'ensemble et durant la présentation, on va juste se partager certaines diapositives. Donc, moi, je vais devoir commencer. Et puis, à un moment, Dr. Samper va devoir prendre la parole et ensemble avec vous, nous allons interagir pour clore. C'est vrai que contrairement aux conférences traditionnelles où l'approche est plutôt magistrale, c'est-à-dire il y a des conférenciers qui parlent alors que l'audience est en train de suivre, nous avons opté pour une approche assez participative. On se dit que c'est vrai que nous sommes des experts entre guillemets,
mais la problématique de la violence conjugale sévit au quotidien. Et chacun de nous a son interprétation de ce qu'est réellement la violence conjugale. Alors, à travers cette conférence, on veut plus que ça soit interactif, dans ce sens que nous avons mis une étude de cas. Ça ne sera vraiment pas une interrogation, encore moins, vous ne serez pas forcément obligé d'y répondre, mais on aimerait que chacun de vous fasse à son niveau aussi cet effort de réflexion pour finalement dire c'est quoi la violence conjugale, quelle est l'approche des solutions, et ensuite, on va répondre la parole pour présenter les approches des solutions qui sont des approches des solutions approuvées, et ensemble, on va aller dans un jeu de questions et réponses avant d'éclore cette présentation. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le partage de mon écran. Permettez-moi juste encore une fois, bonjour à tous. Madame Pinda m'a fait ma petite biographie. Je ne pense pas pouvoir revenir là-dessus, mais j'aimerais passer la parole à Dr Makassi pour qu'à son tour, il puisse faire une brève présentation de sa personne avant qu'on ne passe finalement au vif de notre sujet. Dr Makassi, vous avez la parole pour faire une brève bio. Merci, Dr Kadi. Je salue toutes les participantes et les participants à cette conférence qui est la première. Je m'appelle Jean-Samper Makassi, je suis médecin spécialiste en soins palliatifs et fin de vie au pays, en RDC. Je travaille au centre de la maison militaire du chef de l'État, le centre médical, où j'exerce les fonctions de médecin-chef des staffs depuis 2012. Présentement, je suis à Montréal pour poursuivre mes études doctorales à l'Université de Montréal. Je suis détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de Billa University aux États-Unis, et ma recherche porte sur les perspectives pour une mise en place de soins palliatifs à domicile en RDC au Congo. Voilà tout pour ma petite présentation. Merci, Dr Samper. Comme vous voyez le titre, c'est la violence conjugale et répercussions sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons à dessein omis la santé mentale de la mère et de l'enfant parce qu'on ne peut pas limiter les répercussions médicales de la violence conjugale à la seule composante mentale. Raison pour laquelle nous avons élagué ces mots-là du titre, mais néanmoins, tout au long de notre présentation, nous allons revenir là-dessus parce que la conférence porte essentiellement sur la santé mentale. Notre plan de présentation sera articulé autour de 6 points. D'abord, nous allons définir la violence conjugale ainsi que son ampleur. Comme je disais, nous allons articuler notre présentation autour de 6 points. D'abord, nous allons définir ce que c'est réellement la violence conjugale et nous allons parler de son ampleur. Nous parlerons ensuite de l'impact de la violence conjugale sur la santé de la mère et de l'enfant. Mais avant qu'on ne parle de ces impacts-là, nous allons aborder les cycles de la violence sexuelle, mais également comment la violence sexuelle se manifeste dans la pratique. Et ensuite, nous allons vous parler des approches des solutions et puis une réflexion sur une étude de cas. Nous reconnaissons que les hommes et les garçons, ainsi que les minorités sexuelles et du genre, expérimentent également la violence sexuelle. Toutefois, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous appesantir essentiellement sur la violence faite à la femme pour des raisons évidentes. D'abord, l'ampleur de la violence est communément plus élevée auprès de la population féminine que masculine, mais également, compte tenu de vos desiderata, on devait limiter notre sujet à la violence faite à la femme. Finalement, c'est quoi la violence sexuelle? La violence conjugale. Donc, on dirait que la violence conjugale, c'est une problématique sociale qui s'inscrit dans des rapports historiques d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et en tant que telle, la violence conjugale est une forme de violence sexuelle et sexiste. Mais contrairement à d'autres formes de violence sexuelle, celle-ci se manifeste dans un couple où les deux partenaires vivent une relation intime et affective et où normalement cette violence ne devait pas se manifester parce que c'est un environnement sécuritaire. Contrairement aux autres formes de violence sexuelle et sexiste qui se passent par exemple en milieu des conflits où c'est infligé par des partenaires non familiaux,
la violence conjugale, elle, se manifeste au quotidien dans un environnement qui est censé procurer du confort mental et de la sécurité à la personne ou à la victime qui en est exposée, d'où son impact un peu plus grandissant sur la santé mentale. Ici également de distinguer que la violence conjugale n'est pas une querelle du couple, comme d'aucuns pourraient le prendre, mais c'est plutôt un rapport de domination, un rapport de force entre un agresseur qui est le dominant ici et une victime qui est la dominée. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, dans le contexte de cette présentation, l'agresseur, c'est un sujet masculin et la victime, c'est un sujet féminin, en l'occurrence la femme. Et cette violence, il faut dire qu'elle est vraiment intentionnelle, elle est préméditée, et en tant que telle, il s'agit d'une trame qui s'étisse insidieusement autour de la victime et qui l'en maintient dans une forme de captivité. J'ai mis captivité entre guillemets parce que la prison n'est pas visible, elle n'est pas physique, mais c'est une forme de prison mentale, c'est une forme d'impuissance dans laquelle la victime se retrouve et elle ne sait pas s'en extirper. Et cette violence conjugale s'exerce à travers un cycle stratégique dans lequel l'agresseur tente de mettre continuellement en échec toutes les réactions de sa victime afin de la garder sous son contrôle. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un rapport de force. Ce n'est pas une dynamique où deux personnes sont à tour de rôle, agresseur et victime, mais plutôt c'est un enchaînement stratégique et c'est fait à dessein par l'agresseur dans le but de dominer sa victime. D'où il y a ici lieu de distinguer la violence conjugale ou domestique de la chicane ou de la querelle usuelle du couple. Donc ici, vous devez savoir que tous les différents ou toutes les formes d'agression qu'on peut trouver dans le couple ne sont pas nécessairement de la violence conjugale. La violence conjugale vise à dominer et elle s'exerce de 4 manières bien précises. Et c'est ces 4 critères-là qui permettent de distinguer la violence conjugale de la chicane. D'abord, le type d'agression. Donc, dans un cas de violence conjugale, les agressions sont stratégiques. Alors que dans le conflit entre partenaires, il s'agit tout simplement de dissensions autour d'un point de vue, même s'il peut y avoir une forme d'agressivité dans l'expression de ces désaccords. Donc, j'insiste ici, c'est le type d'agression. L'intention voulue, c'est de dominer, c'est de maintenir une forme d'oppression sur la victime. Dans une chicane, on peut ne pas être d'accord, on peut se fâcher, les mots peuvent aller dans tout le sens, mais le but, ce n'est pas ici de dominer quelqu'un. Donc, l'intention première, ce n'est pas de dominer l'autre. Ensuite, le gain recherché. Dans un cas de violence conjugale, l'agresseur veut à tout prix maintenir son pouvoir sur sa victime, et cela sans négociation. Alors que dans une chicane, ce sont 2 personnes qui cherchent tout simplement à se convaincre l'un l'autre de leur bon droit à avoir un gain de cause, tout simplement. Donc, j'estime que j'ai raison, l'autre estime que j'ai raison, on se met à discuter, le but poursuivi, c'est de convaincre l'autre et non pas de maintenir une forme de domination. Et même l'impact poursuivi, l'impact peut être très différent parce que dans le cas de violence conjugale, la victime est placée dans un état d'impuissance. La victime se sent impuissante et la violence a un effet destructeur sur la victime. Alors que dans un conflit de couple, il y a juste une liberté de réaction et même une transparence en raison de l'absence des peurs parce que l'autre ne sent pas cette peur-là. Ne se dit pas que voilà, il y aura escalade. Je parle, je mets un point de vue. Alors que dans la violence conjugale, il y a la notion de la peur et de l'impuissance. Et dans la chicane du couple, c'est plutôt une explication. En cas de violence conjugale, ce n'est pas une explication, mais une justification. Parce que l'agresseur qui est pris en défaut ne cherche pas à apporter une explication pour justifier son comportement, mais plutôt une justification pour dire, écoutez, je l'ai fait, je n'aurais pas dû, mais comprends-moi, j'avais bu, j'étais fatiguée, j'avais des petits soucis au travail. Donc, l'agresseur justifie son comportement ineffable, ne cherche pas plutôt à expliquer pourquoi, par exemple, il s'est emporté. Alors, qu'en est-il de l'ampleur de la violence conjugale? Ici, est de signaler ici que même si ces phénomènes, on en parle de plus en plus à travers certains mouvements, récemment, il y a eu le MeToo, mais il faut savoir que son ampleur réelle reste inconnue parce que ces phénomènes est tout simplement sous-rapporté. Donc, il y a des études qui ont prouvé que les cas étaient faiblement rapportés ou signalés tout simplement à cause des considérations culturelles,
des considérations religieuses qui tendent à faire passer cette forme de violence sexuelle pour un fait normal ou pour une dispute de couple, alors que c'est loin d'être le cas. Et d'autre part, la peur des représailles et du jugement des autres empêche les victimes à en parler ou à porter plainte. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi s'ils apprennent que j'ai porté plainte contre mon partenaire, contre mon époux? Et finalement, il y a certaines victimes qui ne réalisent pas pleinement le caractère anormal du traitement qu'elles subissent et ne s'en plaignent pas de ces faits. La violence s'inscrit dans un continuum qui prend du temps, ça devient normal et finalement, on ne se rend même pas compte qu'on est dans un cycle de violence conjugale qui est très différent d'une querelle du couple. Et du coup, on ne rapporte pas et les statistiques probantes, on ne les a pas. Mais néanmoins, on estime au Canada qu'une femme sur 4 pourrait expérimenter la violence conjugale au cours de leur vie. Donc, ça fait quand même 25% et ce n'est pas négligeable. Et comme j'avais dit tantôt, là, je m'excuse pour le typo, le cycle de la violence s'est reproduit en 4 phases. Donc, afin d'asseoir sa domination, l'agresseur s'assure de passer par 4 phases, qui sont en fait des phases intentionnelles. Il n'a pas conscience de comment il agit, mais la violence s'exprime à travers ce cycle de 4 phases, à savoir la tension, l'agression, la justification et puis la réconciliation. Et lorsque la violence conjugale s'éternise carrément, les deux dernières phases, à savoir la justification et la réconciliation, peuvent carrément disparaître pour laisser place tout simplement à la tension et à l'agression. Et dans la phase de tension, qu'est-ce que nous remarquons? Il s'agit ici tout simplement que l'agresseur a des excès de colère. Il menace sa partenaire du regard, il laisse peser des lourds silences. Et oui, même le silence pesant, c'est une forme de violence conjugale. Et la victime, de sa part, elle a tout simplement peur, elle se sent inquiète, elle tente d'améliorer le climat familial, elle fait attention à ses propres gestes et paroles, mais malheureusement, cela n'est pas suffisant et on passe à la deuxième phase qui est l'agression proprement dite ou la phase de la crise qui peut se manifester par la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et la violence économique. D'aucuns vont se dire, la violence sexuelle dans un couple, eh bien oui, c'est possible, tout simplement parce que même si on s'attend à ce que les rapports sexuels soient pratiqués dans le couple, cela doit se faire dans la limite du consentement des uns et des autres, mais également dans les respects. Donc, cette forme de violence se retrouve aussi dans la violence conjugale. Il y a également la violence économique dont on va parler plus loin. Et finalement, la phase de la justification, c'est lorsque l'agresseur trouve des excuses, comme je l'ai dit, non pas pour expliquer son comportement, mais pour justifier son comportement. Il ne s'explique pas, parce que s'expliquer, c'est prendre conscience que quelque chose ne va pas et je dois y remédier. Mais dans la justification, c'est donner des arguments pour justifier un acte qui est inadmissible et partant, ça conduit à son maintien. Et puis, il y a la phase de la réconciliation où l'agresseur peut demander pardon, il peut promettre de changer ou d'aller chercher de l'aide et la victime perçoit ça comme une main tendue. Elle peut lui donner une chance, c'est-à-dire je te quitte, plus je reste. La victime peut lui apporter son aide. Écoute, je connais quelqu'un qui peut nous aider, on peut faire une thérapie du couple. La victime peut, de manière inconsciente, apprécier les efforts de changement et se dire, tiens, là, il a changé, donc on peut rester ensemble. Et c'est alors que le cycle reprend. Au bout d'un certain temps, il y a la tension qui refait surface avec son lot de corollaires, à savoir excès de colère, menaces et lourd silence. Et puis, il y a l'agression, la justification, la réconciliation. Et quand la dynamique de conflit est bien installée, je dis la justification et la réconciliation peut ne même pas exister pour ne laisser place qu'à la tension et à l'agression. Comment ça se manifeste au quotidien? Parce qu'en pratique, il y a des gens qui sont dans un cycle de violence conjugale, soit comme victimes, soit comme agresseurs, mais eux-mêmes ne se rendent même pas compte de la portée de leurs actions ou même de la place qu'ils ont dans ces cycles de violence. Donc, par violence psychologique, ça peut être des attitudes ou des propos tout simplement méprisants qui consistent à humilier l'autre, à la dénigrer, la dévaloriser, avec comme but tout simplement de la contrôler. Donc, dans la violence psychologique, l'agresseur déprécie l'apparence de sa compagne, je m'excuse, dévalorise ses capacités intellectuelles ou n'importe quel trait de sa personnalité dans le but tout simplement de la diminuer,
l'agresseur peut lui reprocher son manque de prouesse sexuelle. Son agresseur peut le critiquer sur sa façon d'éduquer les enfants ou de les nourrir. L'agresseur peut les critiquer sur sa façon de cuisiner. Bref, c'est un déni de l'être, un déni de la personnalité et qui renvoie à l'autre une image totalement négative de sa personne, d'où l'impact mental délétère de la violence conjugale sur l'estime de soi. Au niveau de la violence physique, ça peut être des coups, ça peut être des brutalités, ça peut être des contraintes physiques, ça peut être une gifle, ça peut être écraser la personne au mur, faire semblant de l'étrangler, ça peut être lui asséner des coups avec un bâton, avec un couteau, avec une arme à feu. Bref, c'est toute atteinte physique dans un contexte de relation conjugale ou dans un contexte domestique. La violence verbale, quant à elle, comme vous l'entendez, c'est verbal. C'est-à-dire, c'est une violence qui est entendue. C'est la violence qu'on entend. Et c'est même cette violence-là que le voisin entende. Parce que ce sont des cris qui partent, ce sont des insultes, ce sont des injures, ce sont des hurlements. Mais encore une fois, j'insiste, ce sont des éclats et les gens entendent. Ça, c'est la violence verbale. Et c'est la plus connue, malheureusement, et qui, malheureusement, est confondue à une chicane du couple, alors que c'est vraiment une violence conjugale. La violence sexuelle, comme je l'ai dit tantôt, même si le rapport sexuel sont consacrés dans le couple, cela doit rester dans les limites du respect de la personne. Et les rapports sexuels imposés, même dans le couple, dans un contexte domestique, dans un contexte conjugal, relèvent de la violence sexuelle. Une forme de violence sexuelle ici, ça peut être des pratiques sexuelles dont l'autre n'adhère pas, ça peut être du fétichisme, ça peut être de la pornographie, mais aussi ça peut être de l'échangisme, demander à l'autre d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes juste pour assouvir ses propres désirs sexuels. Ça, c'est une forme de violence sexuelle. Et puis finalement, il y a une autre forme de violence économique dont on n'en parle que très peu, c'est la violence économique. On n'en parle pas trop peu parce qu'elle est aussi insidieuse. Ça peut être une interdiction de travailler ou tout simplement une obligation de pousser la femme à travailler au-delà de ses forces. Ça peut aussi être le contrôle sur le choix du type de travail que la femme doit faire. Une autre forme de violence économique, c'est également la restriction de l'accès aux ressources financières du couple. C'est là que revient la problématique de la place de la femme ménagère dans le foyer. Pourrons-nous dire que cette femme travaille ou elle ne travaille pas? Au quotidien, elle est à la maison, elle fait toutes les tâches ménagères. L'homme travaille en dehors de la maison, c'est un emploi rémunéré, mais le travail de l'homme de la femme au sein de la maison n'étant pas rémunéré, d'aucuns diraient qu'elle aurait pleinement droit aux ressources financières que son mari rapporte. Mais dans la pratique, ici est de signaler que cela n'est pas le cas. Et priver cette femme-là ménagère qui fait un travail domestique mais non rémunéré d'accéder aux ressources financières du couple, c'est une forme de violence économique. Et qu'en est-il de la répercussion de la violence sexuelle, violence conjugale, je m'excuse, sur la santé de la mère ou de la femme? En tout cas, nous avons dit que c'était indissociable, les effets physiques de la violence conjugale, des effets mentaux, parce qu'on ne peut pas parler de la femme à moitié. Il faut une approche holistique du problème, parce que les effets physiques sont là, mais il y a également les effets mentaux. Et en parlant de répercussions physiques, vous verrez qu'on a fait le distinguo selon les couleurs. Nous sommes ici en mauve. Sur le plan physique, la femme peut s'en tirer avec des ecchymoses, des blessures, des fractures. Elle peut avoir des dommages au niveau des organes internes, mais elle peut aussi contracter des infections sexuellement transmissibles et même le VIH-Sida. Comme je l'ai dit tantôt, dans le cas de rapports non consentis sous forme d'échange, par exemple, de partenaires, une femme peut se retrouver, peut contracter une infection sexuellement transmissible ou même le VIH-Sida. Parce que aussi dans ce type de relation, la femme perd même le pouvoir de négocier des rapports sexuels sûrs. Parce qu'elle n'a pas son mot à dire, étant dominée, elle est guidée par la peur, parce qu'elle veut rester dans une situation de quiétude, de paix. Elle ne veut pas passer de la phase de tension à la phase de crise. Et au long cours, sur le plan physique, une femme qui est exposée à la violence conjugale de manière soutenue et continue, elle peut tout simplement développer
une stérilité secondaire. D'aucuns diront, mais comment donc? C'est par les médiateurs du stress. Vous savez, le stress a un effet sur ce que nous appelons en médecine l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, dans ce sens qu'une femme qui est soumise au stress, elle est incapable d'ovuler normalement et il peut s'en suivre au bout de compte une forme de stérilité. Et la stérilité peut engendrer des tensions dans des couples, la tension peut engendrer la crise et c'est le cycle de conflit qui est perpétré. Nous sommes partis d'un conflit qui a engendré la stérilité. La stérilité nourrit le conflit et nous sommes dans un cercle vicieux. Une autre forme de répercussion physique au long cours, ça peut être de l'hypertension artérielle, toujours à travers les médiateurs du stress, parce que la femme exposée à la violence conjugale est littéralement exposée au stress. Et partant, elle est plus susceptible, les études ont prouvé que cette femme était plus susceptible que les femmes qui n'étaient pas exposées aux épisodes violents de développer l'hypertension artérielle. Au long cours, qu'est-ce qui peut encore advenir à cette femme-là? Elle peut avoir des problèmes cardiaques, toujours à travers les médiateurs de stress, parce que la femme qui est exposée dans ces contextes de violence développe l'hypertension artérielle qui peut dégénérer en problèmes cardiaques de toute nature, donc des cardiopathies hypertensives comme nous appelons. Et que dire de cette femme-là qui est enceinte et qui est exposée à la violence conjugale? Elle court un risque d'abord d'avoir des grossesses à haut risque, c'est-à-dire cette femme peut connaître un décollement prématuré du placenta avec son corollaire d'hémorragie qui peut s'avérer fatal, tout simplement parce que, comme je le dis, le stress favorise l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle, quand ça survient sur un terrain de grossesse, ça peut conduire à un décollement du placenta. La femme exposée à la violence pendant la grossesse peut avoir un risque accru de faire une dépression du postpartum par un effet comment dire, un effet de cumul. Donc, la grossesse en soi ou la période du postpartum est reconnue comme étant une période de vulnérabilité pour la femme par rapport à la santé mentale. Et lorsque cela survient dans un contexte de conflit préalable, donc il y a un effet de cumul et la femme peut développer une dépression du postpartum. Également, une femme qui est soumise à la violence conjugale peut faire une fausse couche, tout comme elle peut faire un accouchement prématuré, toujours à cause du stress, parce que les mécanismes de stress ont des effets sur la grossesse. Ainsi, qu'en est-il des effets de la violence conjugale sur la santé mentale? C'est là le vif de notre sujet. On tient ici à vous signaler qu'il y a des répercussions mentales qui sont immédiates. Il y en a qui sont à court terme et d'autres à long terme. Nous avons choisi de répartir en termes de timing, mais en réalité, ces effets se chevauchent parce que la femme qui vit la violence conjugale, elle ne sait pas c'est quoi les longs termes, elle ne sait pas c'est quoi l'immédiat ou le court terme, elle vit sa violence, c'est son quotidien et les effets peuvent se chevaucher, ce qui fait qu'il y a certaines répercussions qui peuvent apparaître de manière assez précoce, d'autres assez tardives. Ça dépend du terrain. On ne dit pas que toutes les femmes exposées à la violence conjugale vont forcément présenter le même problème de santé mentale, mais néanmoins, cela accroît d'environ 1,4% la probabilité qu'elles aient, par exemple, des idées suicidaires. Pourquoi certaines ne feront pas forcément un problème de santé mentale? Le tout dépend du contexte qui entoure la femme, la vie de la femme, c'est-à-dire ça dépend du parcours de la femme. Je m'explique ici. Par rapport au passé de la femme, une femme qui a grandi dans un environnement sécuritaire, qui a eu une famille équilibrée, ne porte pas en elle une certaine forme de vulnérabilité sur le plan mental. Mais il y a aussi la génétique, évidemment, d'aucuns vont le dire. Mais lorsque déjà dans son histoire ou dans son cycle précédent de vie ou de développement, la femme a connu un environnement peu sécuritaire, a connu ou a été elle-même exposée à la violence conjugale ou toute autre forme de violence, elle est plus susceptible de présenter des problèmes mentaux lorsqu'elle fait face à la violence conjugale. Donc, je m'explique ici, ce n'est pas tout le monde, une fois exposé, aura tous les signes au même moment, mais néanmoins, l'exposition est délétère pour la santé de la femme.
À l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça peut être tout simplement la peur de mourir, la peur d'avoir mal, la peur de perdre l'estime, le prestige social d'être la femme de quelqu'un, la peur de perdre son rang social, de perdre ses enfants. Ça peut être la honte de savoir que ça lui arrive à elle. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et la honte peut mener à la culpabilité. Si ça m'arrive, il se pourrait que j'ai mérité. Je l'ai peut-être poussé. Je n'aurais pas dû. La femme se sent coupable. Elle s'auto-victimise. Elle entre dans un cycle d'acceptation ou d'abnégation où elle se dit « ça pourra marcher si je faisais des efforts ». Et comme je l'ai dit, la réconciliation, la lune de miel ne dure pas longtemps et ça laisse place encore une fois à la tension. La tension laisse place à la crise. La crise pourrait laisser place à la justification, mais cela n'est pas toujours le cas. Donc, d'autres femmes se trouvent prises dans l'engrenage de tension, violence, et finalement, il faut couper ces cycles-là. À court terme, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est de l'anxiété, ça peut être de la dépression, ça peut être du trouble de sommeil, des idées suicidaires et de la dépendance aux substances telles que l'alcool ou à certaines substances, aux antidépresseurs, aux anxiolytiques et même aux analgésiques. Ici, par dépression, concrètement, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est tout simplement des troubles de l'humeur ou de l'attention. Une femme dépressive peut tout simplement perdre l'énergie pour sortir et aller travailler. Elle peut perdre son travail, son rendement au travail peut baisser. Si c'est une étudiante, son rendement académique ou scolaire peut baisser et la dépression conduit à l'isolement. L'isolement fait qu'elle reste encore une fois dans cet environnement qui est plutôt toxique et c'est encore une fois un engrenage ou un cercle vicieux où la femme ne sait pas s'en sortir. Alors qu'elle est censée se sentir en sécurité. Dans sa maison, elle se sent en insécurité. Donc, au point que son seuil même de tolérance à la violence augmente et elle ne perçoit plus les manifestations les plus quotidiennes du contrôle. Donc, elle se vide littéralement de son dynamisme et de son énergie vitale. Elle devient carrément conditionnée comme une zombie. Elle fait tout pour éviter de nouvelles agressions. Mais elle n'a pas conscience finalement qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation et quel que soit ce qu'elle pourra faire, elle sera toujours poussée à son dernier retranchement. Il y aura la crise. L'agresseur va justifier ses attitudes et ses comportements. Et elle, au bout de compte, elle va finir par douter de ses propres émotions ou même de sa propre compréhension de la situation. Elle va sombrer dans la dépression, dans l'anxiété, dans les troubles du sommeil, dans la dépendance aux substances et aux idées suicidaires qui malheureusement peuvent entraîner la mort. La mort pour une femme qui est victime de violences conjugales peut être par suicide, mais également suite à l'agression physique. Qu'est-ce qui peut encore arriver à cette femme-là? C'est carrément la perte de l'estime de soi. Ça peut être un syndrome de stress post-traumatique. J'insiste sur la perte de l'estime de soi. La perte de l'estime de soi ici, ça peut se manifester par exemple au milieu du travail par un syndrome que nous appelons en médecine le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que cela signifie? Cette personne-là qui a son estime de soi au point que même au travail, s'attribuer le mérite de ce qu'elle-même elle a fait. Ce sont généralement des collègues difficiles au travail. Donc, ce sont des gens qui ne savent pas faire ils savent pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce que tout simplement, ils ont cette perte de l'estime de soi. Ils se disent que rien de bon ne peut sortir d'eux. Ce sont des personnes qui généralement ont des difficultés pour atteindre les deadlines qu'on leur donne pour faire un travail, tout simplement parce qu'ils estiment que ce n'est pas un travail de qualité qu'ils vont produire ou c'est un travail qu'ils ne seront pas même de faire, même si c'est reconnu qu'ils ont des capacités intellectuelles suffisantes. Donc, vous voyez comment un problème qui à l'origine est domestique, conjugal, peut avoir de l'impact sur la santé de la femme, pas seulement, mais sur toute la société. Parce que ces femmes qui perdent de l'estime de soi ne pourront jamais être de managers, ne pourront jamais occuper des postes de responsabilité parce que n'ayant pas l'estime de soi, elles ne sauront jamais impulser les autres à travailler en équipe et à produire le travail attendu d'eux. Et pour ce qui est du syndrome de stress post-traumatique
Au quotidien, ça peut se manifester par des tachycardies ou des attaques de panique. Vous verrez quelqu'un qui a peur de sortir tout simplement. Donc, elle se sent mieux en sécurité, curieusement, dans l'environnement où elle est traumatisée. Elle a peur de sortir, elle s'isole. Quand elle sort, elle a des bouffées de chaleur, elle a le cœur qui bat à la chamade, comme on dit, que nous appelons la tachycardie. Elle se sent perdue dans la masse, elle se sent inconfortable, elle peut avoir de l'hypertension artérielle. Donc, par l'effet de médiateur de stress, elle peut se sentir mal et s'enfermer chez elle. Moralité, elle pourra perdre un emploi si elle en a un. Elle va avoir de mauvais rendements scolaires. Elle pourra décrocher si elle est aux études. Elle est incapable de tisser des rapports de relations sociales soutenues et de qualité. Parce qu'au bout de compte, la victime peut se retrouver comme l'agresseur, mais elle peut mimer les traits de l'agresseur tout simplement par un effet de mimétisme ou de voisinage. Donc, pour ma part, je pense avoir fini sur les répercussions de la violence conjugale sur la santé de la mère et de l'enfant. Je vais passer la parole à mon co-présentateur, Dr Makassi. Vous avez la parole, Dr Makassi, pour nous parler des répercussions de la violence conjugale sur la santé de l'enfant. Oui, Dr Kadi, autant il y a des répercussions de la violence conjugale sur la mère, l'enfant n'est pas épargné. Outre le risque de blessure ou atteinte aux organes liés au développement de l'enfant in utero, voire même la mort fœtale, les connaissances actuelles à propos de la sensorialité fœtale et des interactions biologiques entre la mère et les fœtus laissent présupposer qu'au moment de l'acte violent, ces derniers vivent des modifications physiologiques et biologiques soudaines, comme sa mère. Les enfants exposés aux violences conjugales sont considérés comme une catégorie d'enfants à risque. L'exposition à la violence entraîne, selon les cas, des effets de nature et d'intensité variables. Avoir subi des violences, surtout pendant l'enfance, est un déterminant majeur de la santé des adultes, selon l'ONU, même 50 ans après. Études de Felitti et Ada de 2010 en témoignent, avec une corrélation très importante avec la survenue des AVC, des morts précoces, des suicides, des dépressions, d'addiction, d'obésité, des troubles psychiatriques, des marginalisations et des délinquances. C'est vraiment un problème majeur de santé publique. De nombreuses études montrent l'impact du climat des violences faites par un partenaire intime sur le bien-être et les différentes sphères de la vie de l'enfant, à savoir la santé physique, psychologique, l'apprentissage scolaire, le fonctionnement social, la capacité relationnelle selon l'âge et le développement de l'enfant. On observe différents effets de l'exposition à la violence conjugale, que ce soit au niveau de la santé physique ou au niveau psycho-émotionnel, affectifs, relationnels, sociaux et comportementaux. Les tableaux qui est devant vous expliquent, décrit les effets possibles de l'exposition à la violence conjugale sur le développement de l'enfant à tous les âges. C'est un tableau développé par M. Surdeman et Jaffé en 1999. Le tableau reprend les effets sur le développement de l'exposition à la violence conjugale par la tranche d'âge. La tranche d'âge, la période anténatale, qu'on appelle avant la naissance, la période de 0 à 2 ans, de 2 ans à 4 ans, de 5 ans à 12 ans et de 12 ans à 18 ans. Les experts ont essayé de catégoriser, de classer
les manifestations, les symptômes selon la santé physique et la santé mentale, le développement global, le développement physique, cognitif et l'identité de la personne, les fonctionnements et habilités sociales. Pendant la période anténatale, avant la naissance, on observe chez le fœtus, chez l'enfant, les décès néonatals, la naissance prématurée. Du côté santé physique, on observe ces symptômes et ces problèmes. De 0 à 2 ans, il y a risque de décès néonatal chez l'enfant. Il y a perturbation alimentaire et du sommeil. Il y a des crises de pleurs excessifs. J'ai oublié de parler des retards statiro-pondéral, l'inattention chez l'enfant de 0 à 2 ans. De 2 à 4 ans, plainte somatique, l'énurésie, l'enfant fait pipi au lit, l'enfant des cauchemars, l'anxiété, les syndromes de stress post-traumatique. Au niveau de son développement global, on note la déficience des habiletés verbales et intellectuelles. L'enfant a un problème de retard. Parfois, on est obligé d'aller voir les spécialistes alors que le problème se retrouve ailleurs. Et il y a aussi les problèmes de retard staturo-pondéral et l'inattention. Les effets sur le développement de l'exposition de la violence conjugale par tranche d'âge au niveau de cette tranche de 2 à 4 ans, le fonctionnement et l'habilité sociale se remarquent par la dépendance exagérée à la mère, la crainte envers les animaux, la destruction de biens. De 5 à 12 ans, on note au niveau de la santé physique et mentale des plaintes somatiques, l'anxiété, la dépression, les syndromes de stress post-traumatique. Son développement global se présente comment? Il y a une faible estime de soi, confusion et ambivalence. Il y a une crainte d'être victime de violences ou abandonné. Mauvais résultats scolaires, difficultés de concentration, convictions stéréotypées sur les sexes. Comment se présente son fonctionnement et habilité sociale? L'enfant craint d'amener les amis à la maison. On note l'agressivité dans son comportement, le repli sur soi, destruction de biens, comportement de séduction, manipulation ou d'opposition, manque de respect à l'égard des femmes. Et enfin, de 12 à 18 ans, on note au niveau de sa santé physique et mentale les plaintes, dépression, suicide, syndrome de stress post-traumatique. Au niveau du développement global, il y a un problème de faible estime de soi, baisse des résultats scolaires, école buissonnaire, sentiment d'être responsable de la violence, convictions stéréotypées sur les sexes et les fonctionnements et habilités sociales se remarquent par la brutalité, la violence à l'égard des personnes fréquentées, l'habit, la drogue, l'alcool, prostitution. La jeune fille se retrouve avec des grossesses précoces, la délinquance et manque de respect à l'égard des femmes. Nous remarquons que les problèmes parfois que nous rencontrons dans la société, les comportements qu'affichent certaines personnes ont une explication depuis l'origine, depuis la période d'enfance, depuis la période anténatale. Pour dire que la prise en charge que nous allons parler dans les dias qui vont suivre va consister à pouvoir essayer aussi de questionner, d'interroger comment l'enfant a été conçu, comment, dans quel climat,
comment il a pu être développé, comment il a grandi et dans quel climat il a pu passer son enfance. Voilà, Dr Kadi, l'économie de répercussions de la violence conjugale sur la santé mentale, la santé physique et mentale de l'enfant. Super, merci beaucoup, Dr Samper.